Salut Thomas. Bonjour Philippe. Ça va bien? Ça va. Entrez, je vous en prie. Allez-y, les masses matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz pour l'interview guest. Le guest du jour, Philippe Bloch, fondateur de Columbus Café, animateur sur BFM Business et auteur de nombreux ouvrages de référence. Nous l'accueillons aujourd'hui pour la sortie de son nouvel ouvrage « Tout va mal, je vais bien », paru aux éditions Ventana. Avis à ceux qui rêvent justement d'atteindre leurs rêves, mais que le monde rejette. Ensemble, nous allons parler bonheur, représentation du monde, mais pas que. Philippe Bloch, bonjour. Bonjour. Alors apparemment, vous allez bien, mais je vous le demande quand même, comment ça va? Très bien. D'autant plus qu'on est ensemble. Alors depuis que j'ai l'âge d'avoir des souvenirs, on me dit que le monde est en crise, que je ne pourrais peut-être pas atteindre mes rêves. Finalement, c'est pas le cas. J'ai envie de dire que vous faites partie d'une génération à qui on a dit que des conneries, qui a clairement vécu depuis 25 ans, 30 ans, dans la perspective, l'absence de perspective, le fait que le monde était foutu, qu'il n'y aurait plus de job, qu'il n'y aurait plus d'avenir, etc. Alors certes, le monde est compliqué, la vie n'est pas facile pour tous les jours, pour tout le monde, mais la représentation qu'on s'en fait est quand même la clé du bonheur, et c'est un peu l'objet du bouquin. À l'évidence, je comprends qu'on vous ait dit ça, mais il ne faut jamais écouter, c'est comme vous êtes un entrepreneur aussi, il ne faut jamais écouter les gens qui vous disent que ça ne marchera jamais, il ne faut jamais écouter ceux qui vous disent qu'il n'y a plus d'avenir. Donc pour reprendre vos mots, on peut vivre heureux dans ce monde de merde. Non, mais c'est une obligation morale, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Et que ce monde de merde, qui est effectivement le sous-titre du bouquin, Comment vivre heureux dans un monde de merde, c'est presque autant une espèce de gimmick pour attirer l'attention du lecteur. Je n'en pense pas un instant qu'on est dans un monde de merde, mais c'est malheureusement l'opinion que les Français en ont aujourd'hui et qui nous paralyse, qui paralyse la croissance, qui paralyse l'envie. Heureusement, qui paralyse pas trop l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que si on est malheureux, que la chance, que le bonheur ne sont pas au rendez-vous, c'est aussi notre faute? Ah, j'en suis absolument persuadé. Moi, je crois que l'optimisme, le bonheur sont une décision qu'on prend chaque matin. Ça peut paraître un peu abusif, peut-être même les gens vont-ils me prendre pour un fou, mais je crois vraiment que chacun a le pouvoir, beaucoup plus qu'il ne pense, de choisir sa vie. Et quand on est dicté par le principe du plaisir, du courage, on peut prendre des décisions qui vous permettent de vivre heureux chaque matin, quel que soit le contexte, le pays dans lequel on vit, les gens qui vous entourent. On en parlera peut-être, mais une des conditions, c'est d'évacuer de son entourage des êtres toxiques. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vous pourrissent la vie, ils vous brisent les ailes. Ça, c'est un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, la faute à qui finalement? Est-ce que seuls les angoissés sont à blâmer? Non, mais je comprends qu'on soit angoissé, je comprends qu'on se dise le monde est violent, il y a du chômage, on s'en sort pas, on nous a promis que ça allait baisser, ça ne baisse pas, etc. Mais regardez le nombre de gens. Vous savez, moi, il y a un truc qui me frappe énormément en ce moment, et j'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un, en voyant les images d'Air France, quand on a vu ce qui se passait, cette espèce d'angoisse des salariés d'Air France, que je comprends et que je respecte, qui en sont venus aux mains avec ce DRH qui a fait le tour du monde, je disais, j'ai l'impression que la peur a changé de camp en France, et que la peur est aujourd'hui plus dans le monde de l'entreprise traditionnelle, qui n'a pas de visibilité, qui apprend par la radio que la bourse a décidé de virer 2-3 000 types. Et regardez les entrepreneurs, ils prennent des risques tous les matins, ils n'ont aucune certitude sur leur avenir, ils ne savent pas comment ils vont payer les salaires en fin de mois, mais ils ont fait un choix de vie, qui est un choix de courage, qui est un choix pour assumer ses envies, ses bonheurs, qui les rend extrêmement heureux, pas du tout inquiets. Je crois que c'est sur eux qu'il faut qu'on base l'avenir de la France, parce que le vrai esprit français, il est là, dans l'esprit d'entrepreneur. Alors, je reprends une de vos citations qu'on peut retrouver dans l'ouvrage de Boris Cyrulnik, oui. Qui explique donc, je cite, « Le pessimisme ou l'optimisme n'ont rien à voir avec la réalité, mais sont fonction de la représentation qu'on se fait du réel. » Mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire en disant que l'optimisme, c'est une décision qu'on prend le matin et que d'être heureux, c'est une décision de vie qu'on renouvelle chaque jour. Parce que tous les jours, on est confronté à des difficultés pas prévues, des emmerdements, des murs qui se dressent devant soi, etc. Mais la capacité, vous savez, j'ai hésité à le faire, pour tout vous dire, mais je raconte, je crois que vous avez lu le livre, donc vous le savez, vous l'avez regardé, je raconte ce qui m'est arrivé en tant qu'entrepreneur quand j'ai perdu ma boîte, qui était un truc d'une violence absolument inouïe. J'avais créé Columbus Café, vous l'avez rappelé, 250 salariés, 40 points de vente, je fais rentrer des investisseurs, on a un conflit, j'ai perdu la majorité, ils me virent avec une violence absolument inouïe, mais du jour au lendemain. Et vous vous retrouvez avec un rêve brisé, 250 personnes que vous aimiez, fondamentalement, j'adorais les gens avec lesquels je bossais, obligé de couper le lien comme ça. Face à ça, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon que je considère stupide, qui est d'être dans la revanche, l'amertume, n'a aucun sens.
Et puis la version qui est compliquée, je ne dis pas que ça a été facile, mais en quelques heures, j'ai fait le choix de la suite. C'est-à-dire que la prochaine aventure était toujours la belle. Je raconte ça non pas pour me dire que je suis un type formidable, pas du tout, mais pour dire que je sais de quoi je parle quand je parle d'emmerdement, de résilience, de difficulté. Et il n'y a rien de plus agréable que de rebondir. Enfin, la résilience, puisque vous citiez Cyrulnik, c'est le roi de la résilience, c'est absolument lui qui a raison. On a tous ça en nous. Et tant qu'on ne l'a pas testé, on ne sait pas combien on l'a. Donc c'est un peu la révélation pour moi de dire et de partager avec chacun de nous l'idée qu'il faut vivre ses rêves, même quand ils sont difficiles, et que le rebond est la plus belle des étapes, quelque part. Il y a des astuces pour changer sa représentation de la réalité qui nous entoure? Déjà, quand on dit que la France va mal, il suffit d'en sortir pour s'apercevoir effectivement que c'est un pays formidable. On le regrette quand on l'a quitté. Et donc il faut se dire que les gens nous l'envient. Le monde entier envie la France. Il y a une envie de France qui est absolument extraordinaire. Mais quand on y est, on la trouve absolument abominable. C'est une catastrophe internationale, etc. Donc je crois que d'ouvrir les yeux, d'abandonner un peu ses préjugés, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de rencontrer des gens, suffit assez facilement à se rendre compte qu'au fond, le monde va beaucoup mieux qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on en parlera peut-être là aussi tout à l'heure, mais le titre du livre « Tout va mal, je vais bien », moi j'appelle ça le French Paradox. C'est que le monde entier ne comprend pas pourquoi la France, ce pays si formidable, peuplé d'autant de déprimés, s'en sort aussi bien. Il faut quand même se le dire. Et c'est d'ailleurs étonnant que lorsqu'on demande aux Français comment ils envisagent l'avenir, ils le voient de manière extrêmement sombre, au plan collectif, et extrêmement radieux au plan individuel. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que si chacun d'entre nous a une vie plutôt où on va s'en sortir, on devrait tous en bénéficier collectivement. Mais on a un sujet à gérer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve en fait du bonheur collectif. On ne fait pas confiance aux autres? C'est le drame. J'ai un peu réfléchi à ce truc-là. Il y a un chapitre du bouquin qui s'appelle « Je crois ta confiance plus souvent tu accorderas ». Je pense que la clé, elle vient de là. Et le paradoxe français, il vient de là. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on vive heureux dans un pays dont on considère que ceux qui l'habitent sont des abrutis, des voleurs, des menteurs, des racistes, des tout ce qu'on veut, etc. Tant qu'on n'a pas retrouvé... Il y a un grand débat en ce moment politique autour du vivre ensemble. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette expression, mais on a quand même en France en ce moment un problème de vivre ensemble. On a un problème de rêver ensemble, on a un problème de construire ensemble, de fabriquer ensemble des choses un petit peu nouvelles. Donc oui, la confiance est un élément clé. On s'aperçoit que les pays les plus heureux au monde sont ceux où le niveau de confiance naturelle est le plus élevé. On est un des plus bas du monde. 80% des Français ne font pas confiance aux autres spontanément. Donc oui, la confiance est sans doute notre priorité. Philippe Bloch, j'aimerais vous parler de confiance, j'aimerais vous faire réagir sur des phrases que nos internautes ont dû entendre à longueur de temps plus jeunes. Fais attention, ne parle pas aux inconnus. Il y en a beaucoup comme ça. Alors ça, vous savez, j'ai écrit ce deuxième bouquin parce que c'est dans la foulée du premier livre que j'ai écrit un peu. Vous savez, j'ai écrit plutôt des bouquins business. Celui-là était le tout premier du rayon, on va dire presque psychologie. C'est pas tellement mon rayon naturel, mais on va dire santé bien-être, qui s'appelait « Ne me dites plus jamais bon courage », qui listait 12 phrases, parmi lesquelles celle que vous venez de citer là, qui toutes nous dépriment collectivement en France sans qu'on s'en aperçoive. Bon courage le matin, n'a aucun sens. On ne va pas non plus faire tous les matins la guerre au Vietnam. Non, on nous dit bon courage comme si c'était une épreuve d'aller bosser. Le fais attention, ne touche à rien de par la personne. Quand on allait à l'école, maman disait ne touche à personne, ne me dit pas. Elle dit fais attention tout le temps, ne tombe pas. On peut tomber et se relever. Toutes ces phrases, ça ne marchera jamais. C'était mieux avant. On a toujours fait comme ça. Je mets en garde. Parce qu'elle déclenche une contagion émotionnelle négative. Il existe la contagion émotionnelle. C'est-à-dire lorsqu'on parle positivement, les gens réagissent sur vous positivement, réactivent leurs rêves, ont envie de faire des choses. Et quand on les déprime, ils se dépriment, ils arrêtent leurs rêves. Oui, c'est fondamental, arrêtons d'avoir peur de tout. C'est-à-dire que dès l'enfance et même au sein de l'école, on crée des angoissés. Ah bah totalement. On crée des angoissés pas solidaires. On n'absent absolument pas la solidarité à l'école en France, qui doit d'ailleurs totalement se remettre en cause. J'insiste un peu là-dessus dans le bouquin, parce que pour moi c'est un des challenges les plus monstrueux qui sont devant nous, parce qu'en plus on a des problématiques sur des échéances extrêmement longues. C'est-à-dire que l'école, ça se fabrique en 20 ans. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand on crée une école où on fabrique les meilleurs de la classe, qui marchent sur les précédents, etc., qui oublie complètement qu'aujourd'hui, quand on a avec une tablette accès au monde entier, on ne doit plus apprendre la même chose. Il faut nous apprendre à faire le tri des informations, à raisonner, à apprendre, à faire des choses un petit peu différemment. On a un sujet sur l'école, il n'est pas prêt d'être réglé, et pourtant c'est là que tout se passe. Mais comme c'est un peu à long terme, je dirais que c'est une priorité parmi d'autres. On a une priorité aussi qui est de changer vite, parce que le monde bouge vite autour de nous. Parler de changer vite, aussi d'atteindre des rêves. Vous exhortez d'ailleurs vos lecteurs à croire en leurs rêves. Pourtant, on n'a pas la main sur tout. On n'a pas la main sur le monde. On ne peut pas forcer les gens à nous croire, à nous aimer et autres. Heureusement. Mais on peut toujours avoir des rêves. Et il faut qu'ils soient grands. Vous savez, dans Ne me dites plus jamais bon courage, je luttais contre l'usage fabuleusement excessif de l'adjectif petit.
Vous avez remarqué, hein, une petite cigarette, un petit mail, un petit café, un petit restaurant, des petits là aux petits oignons. Ben, quand on dit petit tout le temps, ça réduit nos ambitions. Quand on a des petits rêves, on n'y arrive jamais pour une raison simple, c'est qu'en fait, la vie, et j'ai dit ça 1000 fois, mais je le répète une fois de plus, j'en suis tellement convaincu, la vie est toujours plus compliquée que nos rêves. Et donc en fait, dès qu'on entreprend quelque chose, il y a des trucs, des espèces de menaces, des difficultés qui se dressent. On ne saute les murs que si l'objectif est tellement sexy, le rêve est tellement sexy, tellement grand en fait, qu'on a l'occasion de trouver les solutions pour sauter le mur. Donc je crois qu'il faut avoir des projets fous. Il y a d'ailleurs un chapitre qui dit des projets fous, je sais pas ce que je dis, des projets fous tu multiplieras ou tu auras, parce que je pense qu'on manque de rêves, on manque de projets. On manque de projets personnels, on manque de projets professionnels, on manque de projets collectifs. Le drame politique français, c'est qu'aucun homme ou femme politique française ne nous rassemble autour d'un projet excitant au-delà de nos divergences, parce que Dieu sait si on en a en France. Donc oui rêver, oui faire des projets, oui les multiplier, oui prendre des risques, quitte à se planter, en faire un nouveau après. Un mot sur le rapport aux autres, vous incitez aussi les gens à ne pas se comparer et à ne pas attendre aussi des autres. Alors ça, c'est deux sujets différents. Le premier, c'est que je crois qu'effectivement, on ne peut pas être heureux s'il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Je cite l'exemple de la poupée Barbie qui a donné pendant des années à des générations entières de petites filles l'illusion qu'elles pouvaient être belles. Alors, il y a beaucoup qui sont belles, mais toutes ne sont pas belles. Et donc il y a des trucs qu'on ne peut pas devenir toutes des poupées Barbie. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, je le raconte aussi, qu'il y a un Américain qui est en train de construire une poupée Barbie à des dimensions normales, parce que personne n'a des jambes 3 fois plus longues que le torse de la fille. Donc là, il y a des trucs qu'il faut accepter. On ne peut pas se comparer à des gens dont on n'aura jamais ni la puissance ni la richesse. Ça n'a aucun intérêt, on se fait du mal. Il faut se dire quelles sont mes forces, s'appuyer sur ses forces, et puis à la fin, vous disiez ne plus attendre de personne, rien de personne, c'est un deuxième sujet. Au travail, de l'État. Ouais, c'est-à-dire que ça c'est un peu un autre sujet qui, pour moi, est peut-être la principale rupture française en ce moment. J'écris, je crois, dans l'arrière de la couverture du bouquin, c'est que les Français ont compris qu'il ne fallait plus rien attendre de personne. Je crois que c'est une rupture majeure de notre époque, c'est qu'on commence à comprendre que l'État est à bout de souffle, qu'il est ruiné, et qu'on a surprotégé les Français. Je ne suis pas un grand capitaliste libéral sauvage, mais je pense sincèrement que, et en tant qu'entrepreneur on peut se le dire, c'est qu'entreprendre aguerrit et que surprotéger affaiblit. Là on a commencé à surprotéger les Français, ils sont tellement assistés, chouchoutés, le principe de précaution qui est une aberration totale, on a totalement détruit nos défenses immunitaires et je pense qu'il faut les reconstruire. Donc c'est sans doute une rupture importante que je ressens fortement et qui sera peut-être un des enjeux de l'élection présidentielle à venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même discours avec des gens qui ont compris qu'ils allaient être autonomes et qu'ils allaient s'en sortir seuls, avec des gens qui attendent tout de l'État ou de tout le monde. Si on n'attend plus rien de personne, est-ce qu'on risque pas d'avoir une montée aussi des égoïsmes ? Je ne crois pas. Là aussi, il y a un chapitre qui est peut-être aussi un peu atypique dans cette période sauvage, qui est sur la bienveillance, en toutes circonstances, privilégier la bienveillance. Je crois qu'on peut absolument faire les deux. Je vais même vous dire, plus on est entrepreneur, autonome, fort, qui se renforce de ses échecs, plus on est costaud pour aider les autres. Et donc je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre dire ne rien attendre de personne, je me renforce, mais maintenant que je suis fort, je peux t'aider. Et la vraie bienveillance, parce que j'essaie d'y réfléchir un peu aussi, c'est pas uniquement celle des réseaux sociaux et des faux amis, entre guillemets, c'est aussi celle de la vraie vie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont donné de l'amitié une image un peu dégradée, à mon avis. Aujourd'hui, la vraie amitié, c'est de s'occuper vraiment des gens qui en ont besoin. Elle est partout, la bienveillance. Elle est nécessaire, elle est possible, et ce n'est en rien contradictoire. Vous parlez beaucoup des entrepreneurs, vous les côtoyez au quotidien, à voir tous ces gens qui ont des rêves, qui avancent, qui bougent. Est-ce que finalement cette idée qu'on est pessimiste en France n'est pas un peu dépassée ? Mais elle est totalement, tout va mal, je vais bien. C'est ça qui est incompréhensible. La France va bien, les entrepreneurs vont bien, les Français individuellement vont bien, ils vont mal ensemble. Et donc là on revient à la politique, et je ne suis pas un homme politique ou une femme politique, je dis juste que personne ne sait nous faire vivre ensemble de manière excitante. Donc c'est ça dont on a besoin, c'est quelqu'un qui va nous présenter un projet sexy qu'on a envie de réussir ensemble. Et après on ira tous bien, puisqu'on va pas mal individuellement. Donc les entrepreneurs encore mieux que les autres. L'entrepreneur, il a la plus belle vie au monde, il vit dangereusement et il est libre. C'est quand même génial. Donc non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet sur ce sujet-là. Il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Donc tous patrons et peut-être aussi tous patrons de nos propres vies. Alors, tous patrons, évidemment, quand on dit ça, on se fait insulter par tout le monde. Je pense sincèrement que l'autre rupture en ce moment, et elle est liée notamment à l'évolution de l'économie collaborative, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rejet, en fait, du salariat
par toute une génération dans laquelle vous appartenez, qui se sentent beaucoup plus... Vous avez créé votre boîte il y a 5 ans, We Do Biz, c'est une aventure merveilleuse, vous êtes 4, vous êtes parti d'un rêve, vous avez fait un truc incroyable qui donne de l'énergie entrepreneuriale à des centaines de milliers de gens régulièrement. Aujourd'hui, tout le monde est attiré par ça. Et aujourd'hui, l'espèce de liberté qu'on trouve dans l'entrepreneuriat ou même dans l'auto-entrepreneuriat est la deuxième rupture française qui me ravit. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, rien n'est plus agréable que d'être propriétaire de sa vie et le patron de sa vie. Alors on peut trouver ça abusif de dire tous patrons, mais d'une certaine façon, on voit bien qu'aujourd'hui, on peut avoir 15 vies, être chauffeur d'Uber le soir, être entrepreneur, créer sa start-up l'après-midi et continuer à faire des études. Et bien cette liberté-là, qui est aujourd'hui possible par rapport aux nouvelles technologies, va changer le monde et va changer la France. Et ça aussi, je crois que c'est une des meilleures nouvelles qui puisse arriver. Et autre avertissement politique, aucun homme politique n'en prend aujourd'hui la mesure. Finalement, pour conclure, vous proposez le bonheur comme programme présidentiel ? Ce serait bien. Reconnaissez que ce serait pas mal. Je me souviens qu'on avait critiqué François Hollande quand il disait qu'il fallait faire rêver les Français et proposer un nouveau rêve français. Réenchanter le rêve français. Ça avait été très critiqué par plein de gens qui disaient mais c'est pas le job d'un président, etc. À l'évidence, il n'a pas fondamentalement réussi ce rêve-là, mais au fond, il avait raison. Je termine le bouquin en disant que je rêve qu'on ait de nouveau envie de se dire c'est ici que ça se passe. L'enjeu, pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'on est dans le plus beau pays du monde. Et si on le critique comme je le fais moi aussi, je le reconnais volontiers de temps en temps, il faut quand même se le rappeler de temps en temps. Donc un programme présidentiel qui nous vendrait du bonheur, mais du preneur ambitieux, mais avec la certitude que celui qui nous le vend va le mettre en œuvre, parce que le décalage, il est là aujourd'hui. Quand on achète l'élection présidentielle, on rêve, on dit bon, allez, on repart pour 5 ans avec un type ou une femme formidable, puis après, boum, on retombe de très bas. Donc maintenant, il nous faut quelqu'un qui dit ce qu'il fait, ou qui fait ce qu'il dit, j'en sais rien, mais ça, ce serait un beau programme. S'il arrive à le mettre en œuvre, je signe tout de suite. Merci à vous, Philippe Bloch. J'engage tous nos auditeurs à découvrir cet ouvrage. Tout va mal, je vais bien. C'est extrêmement bien fait. Il y a énormément on peut en voir quelques-unes, énormément de citations qui elles seules font réfléchir. Vous nous avez sélectionné tout ça aux petits oignons pour reprendre le mot petit. Un grand merci à vous et à très bientôt sur We Do Biz. Et quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews guests. À très bientôt.